Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Les Black Box font-ils du bon boulot? Bruno Le Maire est-il le nouveau marquis de Sade? Avant de répondre à toutes ces questions, je voulais remercier, comme il est de coutume sur cette chaîne, tous ceux qui me permettent de faire mon travail de réinformation. Aujourd'hui sont à l'honneur Poupou Palou, Sandrine P, VTT Pollux et Cara Dumdy. Merci à eux. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour vos gentils messages, pour vos pouces levés. Et puis, beaucoup d'entre vous diffusent mes vidéos sur les réseaux sociaux. Merci du fond du cœur. Eh bien, on va commencer par notre nouveau génie de la littérature, Bruno Le Maire. Je vous avais laissé jeudi avec un livre plein de mystères. Nous en avons quelques bonnes pages et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela décoiffe. Je ne mettrai pas les extraits sur ma chaîne. Ils sont interdits aux moins de 18 ans. Si vous avez envie de savoir exactement de quoi il s'agit, dans ma description, je vous mets un lien des bonnes pages. En tous les cas, Bruno Le Maire, on lui a souvent reproché de ne pas posséder les fondements de l'économie. On a compris pourquoi. Le fondement, il en fait un autre usage, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui m'a un peu étonné avec cette page qui est vraiment pornographique, c'est qu'elle va un petit peu dans le même sens que Marlène Schiappa. En effet, Marlène Schiappa, avant que n'éclate le scandale des fonds Samuel Paty, elle posait dans Playboy. Vous avez le scandale, et c'est un vrai scandale, de l'abaissement de la note par Fitch, et Bruno Le Maire publie un livre avec des pages pornographiques. Et il faut ajouter à cette énumération Olivier Dussault dans Têtu. Est-ce que nous aurions affaire donc à une stratégie de communication? Dès qu'une mauvaise nouvelle va arriver, on essaie de détourner le regard. Marlène Schiappa savait que le scandale des fonds Samuel Paty allait éclater, hop, une petite séance photo dans Playboy. Bruno Le Maire savait que les agences allaient abaisser la note de la France. Je vous l'avais d'ailleurs annoncé il y a quelques mois. Les fondamentaux de l'économie française sont désastreux et qu'un jour ou l'autre, les agences seraient obligées, évidemment, de baisser la note de la France. Donc, il en profite pour publier son livre. Une séance donc de diversion du regard de la population française et pour faire une mauvaise contrepétrie, il essaie de brouiller notre écoute. Absolument. Si on ne parle que du scandale de son livre, on parle un peu moins de la note Fitch. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pour Schiappa et pour Bruno Le Maire, ce fut exactement l'inverse. On parle davantage de la note Fitch que de son livre. Tout le monde s'en moque. J'ai bien vu une journaliste nous expliquer que si Bruno Le Maire écrivait des romans, c'est que la situation française n'était pas si dramatique. Ça y est, j'ai compris, c'était l'élément de langage que tous les journalistes devaient entonner en chœur. Mais ça ne fonctionne pas, parce que justement, une grande partie des journaux sont possédés par des financiers. Et voir la note de la France s'abaisser, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors, il y a une crainte, et qui est fondée, et je l'entends depuis plus de 10 ans, derrière la note AA- décernée par l'agence américaine Fitch à la France, la crainte d'être lâché par les marchés. L'exécutif estime qu'un scénario à la grecque est possible après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la France d'un cran de AA à AA-. En jeu, les 3 000 milliards de dettes que nous avons à financer. Mais ce que ne dit pas la presse aux ordres, puisqu'ils essaient de minorer, ils essaient de noyer le poisson. En effet, ce qui est visé dans ce rapport, ce n'est pas la France en tant que telle, mais bien Emmanuel Macron. Oui, c'est lui le responsable de la faillite de la France. L'agence américaine écrit noir sur blanc que la réforme des retraites, vous êtes bien assis, la réforme des retraites n'est pas systémique. Je traduis, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Une réforme qui a quasiment mis le pays dans un état d'insurrection. Elle ne sert à rien alors qu'il nous avait expliqué que s'il menait cette réforme, c'était pour plaire au marché financier, c'était plaire au FMI. Et sachez que l'agence Fitch, c'est le bras armé du FMI. Et non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas les quelques milliards économisés qui vont assainir nos finances. Vous vous en souvenez de ce que je vous ai dit? Édouard Philippe avait expliqué que si on voulait vraiment faire une réforme libérale, il fallait aller jusqu'à 67 ans et certainement abaisser une grande partie des pensions. Et oui, lorsqu'on est pieds et poings liés au marché financier, eh bien, la population française se retrouve
dans une certaine mesure, et ce n'est pas trop une exagération, esclaves. Et Emmanuel Macron, alors, pourquoi a-t-il fait voter cette réforme des retraites qui ne sert à rien? Mais vous le savez, c'est pour éviter une blessure d'amour-propre. Le petit bout de chou a été prêt à sacrifier une partie des retraités français et à faire une retraite qui ne sert à rien financièrement pour éviter de concéder une défaite. Lorsqu'on vous dit qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de très dangereux, on est même, je pense, assez éloigné de la réalité. Et puis, il y a une deuxième raison, et celle-là, elle est encore plus, j'allais dire drôle, non, plus étonnante. Elisabeth Borne nous avait expliqué on ne va pas arrêter les réformes, on va faire des réformes. Que nous dit Fitch? Qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas les moyens de faire passer ces fameuses réformes. Grosso modo, ils expliquent qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, ce sont des propagandistes et des menteurs. Eh bien, le rapport est particulièrement sévère et on comprend pourquoi sur BFM, ils ne l'ont pas trop traité. Mais il y a aussi une troisième raison, et ça, j'avoue que c'est fort de café, parce que qui nous a ruinés, c'est bien Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. En effet, Fitch note aussi un point technique qui ne va pas aider la France au cours des prochains mois. Avant même la hausse récente des taux d'intérêt souverains, virtuellement de 0 à 3% actuellement, soit un coût immédiat de 12 milliards cette année, mais potentiellement environ 60 milliards par an vers la fin du quinquennat, si ces taux ne rebaissent pas avant cet horizon. En 2022, notre dette nous aura coûté déjà 15 milliards de plus du fait d'une erreur de stratégie. Erreur de stratégie, c'est une faute, d'une incompétence de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron. Afin de profiter d'une inflation supposément disparue à jamais, nous avions émis des obligations indexées à l'inflation qui se révèlent onéreuses aujourd'hui. Elles expliquent aussi qu'en 2023, environ 15% du stock de dette souveraine est à refinancer. Avec ces risques, le AA- n'est même pas garanti au-delà de 12-24 mois. C'est un véritable désastre. Emmanuel Macron a coûté à la France des centaines et des centaines de milliards. Aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés au marché financier. Une politique souverainiste, c'est justement nous sortir de leur tutelle parce que on a vu d'autres pays être sous la tutelle du FMI et de ses agences de notation comme l'Argentine. Ça a été une véritable boucherie. Merci encore une fois à Emmanuel Macron pour ses capacités. Il y a bien quelque chose qui vient de tomber avec ce genre de rapport, tout au moins aux yeux des plus aveuglés, le Mozart de la finance. Non, et nous le répétons sur ces entretiens depuis longtemps, c'est le Mozart de la faillite. Alors Emmanuel Macron, comment tient-il encore? Eh bien, le système Macron apparaît aussi aux yeux de tous. C'est un système mafieux de type clientéliste. En effet, Emmanuel Macron finance tous les gens qui peuvent chanter ses louanges, les artistes et les journalistes. Il distribue comme cela des milliards à gauche et à droite pour essayer d'avoir à peu près tous les agents d'influence derrière lui. Mais là, ça commence à faire beaucoup et ça devient de plus en plus compliqué. Alors la dernière, j'ai envie de dire, solution pour Emmanuel Macron, c'est la fuite en avant, c'est de tomber vers une forme d'absolutisme. Normalement, en démocratie, il y a une séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, l'exécutif. Eh bien, de plus en plus, on s'aperçoit que le pouvoir judiciaire est sous la coupe d'Emmanuel Macron. Je vous ai souvent dit que le parquet financier était au service d'Emmanuel Macron. C'est pour cette raison que toutes les enquêtes qui sont contre lui, je pense à Alstom, je pense à McKinsey, et je pense à Uber ou même les autoroutes, n'avancent pas parce que tout traîne, tout est sous contrôle du pouvoir politique. Et puis, voilà qu'arrive ce genre d'affaires. Donc, il s'est trouvé des magistrats, nous dit l'avocat Régis Castédo, un fin connaisseur du monde de la magistrature, il s'est trouvé des magistrats pour poursuivre puis condamner ce qui relève de la liberté d'expression. Dégringolade. Alors, une dégringolade financière, une dégringolade judiciaire. En effet, un retraité de 77 ans a été condamné à un stage de citoyenneté pour outrage envers Emmanuel Macron après avoir accroché une banderole avec écrit « Macron devant sa maison ». Il faut ajouter à cette nouvelle que certaines lois antiterroristes qui ont été
votées permettent par exemple d'arrêter des manifestants avec des casseroles, au cas où la casserole se transformerait par magie comme dans un conte de Cendrillon en Kalachnikov. Voilà où nous en sommes. Des préfets sont capables d'utiliser ce genre d'article. Autrement dit, ils essaient petit à petit d'empêcher les Français de manifester leur colère contre ce gouvernement tyrannique. Voilà ce qu'est capable de dire Nunez. Est-ce qu'on peut ou pas aller vers un système d'interdiction administrative de manifester ? Oui, interdiction de manifester, de taper sur des casseroles dans la France d'Emmanuel Macron. Il essaie de tout contrôler. Il a la police avec lui, il a aussi le système judiciaire. Mais voilà, cela va tellement loin que certains commencent à avoir peur. Je pense à Dominique Simoneau qui pourtant a été nommé par Emmanuel Macron. Elle sonne le signal d'alarme. Retraite, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce une instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives. Dans son rapport rendu mercredi, la contrôleuse générale pointe des interpellations violentes, des conditions d'hygiène indignes en garde à vue et des irrégularités après avoir contrôlé 9 commissariats le 24 et 25 mars dernier. Voilà, le pouvoir judiciaire est dans la main d'Emmanuel Macron, mais vous savez, nous avons de la chance. Nous avons certainement le Conseil constitutionnel qui forme un contre-pouvoir. À sa tête, il y a Laurent Fabius. On va s'arrêter d'abord sur cette phrase, je l'ai paraphrasée dans mon titre. Sur le terrain en Syrie, Al-Nosra fait du bon boulot. C'est-à-dire Al-Qaïda, c'est Laurent Fabius qui a bien prononcé cette phrase. Et ce n'est pas une théorie du complot, nous avons les enregistrements. Alors, j'ai bien dit que c'était les black box. On va regarder le bilan du 1er mai avant de s'intéresser à Laurent Fabius. Les bilans du 1er mai sont absolument... Ce bilan est désastreux. Défilé du 1er mai, des incidents violents un peu partout en France. D'après un nouveau bilan du ministre de l'Intérieur ce mardi, plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés. De son côté, l'Observatoire des street medics estime à 200 le nombre de manifestants pris en charge. Donc, une très grande violence. Mais il y a des victimes. Il y a des victimes du côté des policiers. Nous avons vu des images terribles des policiers prenant feu. Alors, on va juste s'arrêter un instant. Linda Kebab, comme Bruno Attal, 2 représentants syndicaux, nous ont expliqué que les black box, ceux qui ont provoqué un maximum de violence, sont connus de la hiérarchie de la police. Et pourtant, ils s'infiltrent dans les cortèges. On les laisse entrer dans les cortèges. Et que font-ils ? Ils blessent, ils agressent, ils lancent des cocktails Molotov sur des policiers. Autrement dit, les policiers sont victimes de leur hiérarchie. Ils sont victimes de la politique de Darmanin. Ils sont victimes de la politique de Nunez et d'Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, vous avez une répression et on s'aperçoit que ce sont souvent des manifestants paisibles qui sont arrêtés de manière d'ailleurs illégale, des arrestations préventives. C'est complètement illégal. Et pourquoi donc ? Pour faire en sorte qu'il y ait davantage de violence. Quand vous avez des policiers qui brûlent devant les caméras de BFM, cela terrorise le bourgeois. C'est un vieux truc utilisé depuis les années 70 pour faire en sorte que la bourgeoisie se rende du côté de l'ordre. Et des fois, Emmanuel Macron ferait mieux de se taire. Parce que regardez ce qu'il écrit, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais avec ses mots à lui. Retraite, Emmanuel Macron accuse la France insoumise de faire la courte échelle au Rassemblement national et juge que les factieux nourrissent les factions. C'est lui qui pourrit les manifestations, c'est lui qui organise le chaos et la violence, et il accuse ses adversaires politiques d'être eux de véritables factieux. C'est la politique d'Emmanuel Macron, c'est ce que je dénonce depuis des mois sur cette chaîne. Ce qui m'agace un petit peu, c'est qu'il y ait des gens, que ce soit du Rassemblement national ou de la France insoumise, qui puissent faire le jeu d'Emmanuel Macron. Il faut renvoyer ce système dos à dos. Maintenant, on va revenir sur le Conseil constitutionnel. Dans une démocratie, le Conseil constitutionnel, ou la Cour suprême aux États-Unis, c'est un peu l'équivalent, ce sont des contre-pouvoirs. Et nous, en France, pas du tout. Ce sont des chambres d'enregistrement. Nous venons d'apprendre que le Conseil constitutionnel rejette une 2e demande de référendum
sur les retraites. La Constitution est volontairement mal interprétée pour empêcher le peuple de s'exprimer. Le contraire de l'esprit de la Ve République voulu par le général de Gaulle. Oui, nous sommes dans un système qui n'est plus une démocratie. Et lorsqu'on se demande à quel âge a pris sa retraite Laurent Fabius, eh bien la réponse nous est donnée par Mediapart et par d'autres. Selon les informations divulguées par Mediapart, Laurent Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel, aurait reçu sa retraite dès l'âge de 50 ans. Vous imaginez que ce personnage a fait voter la retraite à 60 ans lorsqu'il était ministre de François Mitterrand, et maintenant qu'il est président du Conseil constitutionnel, il a pu toucher des avantages de retraite dès l'âge de 50 ans, il repousse la retraite à 64 ans. Écoutez, si vous avez un qualificatif pour Laurent Fabius, allez-y, lâchez-vous. Le pouvoir judiciaire est donc dans la main d'Emmanuel Macron. Mais nous savons que dans l'absolutisme, le pouvoir spirituel est aussi détenu par Louis XIV. Est-ce que Macron, qui se prend pour le roi Soleil, veut aussi détenir le pouvoir spirituel? Eh bien oui. C'est notre ami Jimmy Mohamed ou Neumann qui nous donne une certaine réponse. Neumann se fâche. Ces personnels de santé qui ont refusé de se faire vacciner ont perdu confiance dans la science, dans la médecine, dans les soignants eux-mêmes. Le mieux, c'est qu'ils changent de métier. Alors, j'ouvrirai une page dans ma deuxième vidéo sur la question des soignants non vaccinés. C'est juste ce côté Jimmy Mohamed Neumann. On a bien compris que selon eux, le vaccin est une croyance, ce n'est pas un objet de savoir. Lorsqu'on fait un petit peu des études, on sait d'abord que la science, c'est du savoir qui doit être associé au doute, et on sait qu'une loi est scientifique jusqu'à preuve du contraire. Mais eux, ils la posent comme un dogme. C'est donc bien une religion. C'est la religion de la science qu'ils essaient d'imposer sur les plateaux de télévision. Et vous avez ce genre de personnage LR, l'ignoble Philippe Juvin. Réintégrer les soignants qui pensent que le vaccin est inefficace. Il parle évidemment du produit Pfizer. Il fait l'amalgame entre des vaccins et le produit Pfizer. Dans nos services hospitaliers, c'est un peu comme si un directeur d'observatoire spatial acceptait dans son équipe quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Il suffirait d'ailleurs de le mettre dans son observatoire spatial pour qu'il s'aperçoive que la Terre est ronde. Enfin, laissons, c'est une comparaison de Philippe Juvin, elle est débile, nous connaissons un petit peu le personnage. Mais là encore, amalgame, et nous avons donc un principe totalitaire. Ces gens-là sont en train d'imposer un dogme. Pfizer est une sorte de dieu et Philippe Juvin, manifestement, est son prophète. Un prophète qui doit évidemment toucher quelques intérêts là-dedans. Alors on va terminer par un bon mot d'un sénateur ou d'un député. Sublime intervention de l'auto en réponse à Bruno Le Maire au sujet de la note dont j'ai parlé de la France abaissée par l'agence Fitch. La différence entre votre gouvernement et le Titanic, c'est que le Titanic au moins avait un orchestre alors que vous n'avez que des casseroles. Excellent jeu de mots. Alors, si je résume, vous avez Emmanuel Macron qui devrait normalement partir, qui devrait laisser le pouvoir. Tout le monde lui dit, des agences de notation, en passant par certains réseaux financiers, par certains réseaux syndicats, par les Français qui manifestent. Non, il s'accroche et comme il n'est plus légitime, il est en train d'instaurer un système un petit peu absolutiste, pour pas dire autre chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il me semblait que c'était un petit peu long, cette première vidéo. Donc je vais la couper et je vous donne donc rendez-vous dans un instant. Merci à vous. À bientôt.